On n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. 4 potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, bienvenue dans ce 17ème épisode du Tri-Podcast. Et avec qui on est aujourd'hui? Surprise, Victor. Bonjour à tous. Pierre. Salut. Et le retour de Raphaël. Salut, ça va? T'étais venu à l'épisode 3, 4, 5 Pour le début, hein. Belle époque. Ouais. On rappelle que tu es monteur. Toujours. Toujours cinéphile, ça va? Toujours. Bon. Pareil, ça ne change pas, constant. Et ben aujourd'hui, on parle d'un classique de cinéphilie, on parle de Robocop. On lance un extrait. This guy is really good. RoboCop. What is he? He's a cyborg, you idiot. Robocop. Pourquoi on parle de ce film? Parce qu'ils l'ont repassé au ciné. Du coup, je suis allé le voir et Pierrot il m'a dit ouais, on en parle dans le Tri-Podcast. Il a sauté sur l'occasion. Obligé. En tant que fan de Paul Verhoeven. Du coup, sorti en 87. 7. 8 en France. Et 8 en France. Réalisé par Paul Verhoeven, on a un policier qui se fait tuer et qui revient sous la forme d'un mi-robot, mi-homme. Un cyborg. Un cyborg, finalement. Policier. Déjà, un petit tour de table, qu'est-ce qu'on pense de ce film? Victor, tu penses quoi de ce film? Je pense comme vous trois, hein, on adore ce film. Moi, j'ai aucun reproche à lui faire. J'ai aucun reproche à faire à ce film. Waouh! Pierrot. Bah, chef-d'œuvre, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peut-être le film que j'ai vu le plus de fois avec Les Dents de la Mer. Ok, ah oui, à ce point-là. Ok. Pareil, un classique pour moi, vraiment un film que j'ai vu et revu, où j'ai appris plein de choses. Incroyable. À la surprise générale. Non, je rigole, j'ai bien aimé. Pierrot, je suppose que tu peux nous en dire quelques trucs. Les apparemment, j'en ai. tu l'as vu. Ouais, on commence par... On commence par parler un peu du film. Qu'est-ce qui La fait genèse. qu'est-ce qui fait que c'est un classique? Qu'est-ce qui fait que c'est un classique? Direct, En fait, pour moi, c'est les pubs. ce qui fait que c'est un classique, ça va être la rencontre de trois personnes, de Paul Verhoeven, le réalisateur forcément, de Phil Tippett et Ed Neumayer au scénar, si je dis pas de conneries, voilà. Et en fait, co-scénariste. Et donc ce trio, il est vraiment gagnant. C'est le même trio qu'on va retrouver dans Starship Troopers une décennie plus tard. Donc en fait, Paul Verhoeven, lui, au stade, où est-ce qu'il est dans sa carrière à ce moment-là? Il a eu une longue période, donc réalisateur hollandais, qui a eu une carrière en Hollande pendant 10 ans, pendant une dizaine d'années. Ouais, je crois que c'est ça. Il a fait des films qui ont été assez mal vus dans son propre pays, mais ça l'a pas empêché à chaque fois de placer la barre encore plus haut et toujours alors pas de la provocation, hein, mais si quelque part en fait, si parce qu'il est quand même essayé bien, de repousser à chaque fois la limite du système de financement hollandais. Ça fonctionnait un peu comme chez nous, et il avait beaucoup en fait, il était bien vu parce que ça faisait quand même beaucoup d'entrées, vu que les films faisaient beaucoup de bruit et les gens allaient voir ce qu'il y avait dans le film, et donc à chaque fois il arrivait sur 4 films, je crois, quelque chose comme ça, à toujours monter la barre. Donc le dernier film qu'il a fait pour la Hollande, si je dis pas de conneries, c'est La chair et le sang, qui est une coproduction. Il a déjà un pied aux États-Unis. Un peu aux États-Unis, il commençait déjà parce que c'est donc Orion. C'est le 4e homme alors, en fait, c'est le 4e homme, à mon avis, son dernier film. C'est ça. En Hollande. Ensuite, donc il y a La chair et le sang avec Rutger Hauer, un film que je vous invite à voir, qui est vraiment excellent. Film des chevaliers. Et donc juste après, Robocop, qui est considéré comme son premier film américain. Donc en fait, il faut savoir que le scénario, à la lecture du scénario, quand Paul Verhoeven le lit, il trouve ça nul à chier et il jette ça à la poubelle. Et en fait, c'est sa femme qui reprend le manuscrit et qui le lit et dit mais en fait non, tu devrais le relire parce qu'il y a quand même des thèmes qui te sont chers, bibliques en fait, christiques, sur tout le thème de la résurrection en fait. Voilà. Ok. Qui donc ensuite, on en reparlera après, mais il y a quelques plans qui font écho à ça. C'est surtout en fait pour revenir un peu sur ce choix, en fait, ils étaient en vacances, je crois, dans le sud de la France quand il a reçu le scénario de Robocop, et en fait il a lu tout le début et il n'y avait pas encore les publicités, je crois, ça commençait que par le JT, etc. Ça c'est un ajout de Verhoeven, les pubs. Parce qu'en fait quand il est parti habiter aux États-Unis, il a halluciné entre la différence de la télévision européenne et américaine. Il a dit c'est incroyable les Américains, c'est vraiment des oufs, donc il a voulu pousser ça jusqu'à son paroxysme. Pour contextualiser les pubs, en gros, le film est entrecoupé de quelques publicités. Il commence par ça. Par une pub. Et c'est des pubs qui sont clairement du coup satiriques des États-Unis, jusqu'à faire un jeu de société où c'est Nuke Game, ouais. Où le jeu Get them before they get you. La bombe nucléaire. Et ça, en fait, tu dis qu'il provoquait en Hollande, mais il vient surtout aux États-Unis pour se foutre de leur gueule
en faisant des films chez eux avec leur argent. C'est ça qui est super marrant aussi avec ce film, je trouve. Bah, du coup, je tiens à remercier Madame Verhoeven qui a ressorti le script de la poubelle. Du coup. Ouais. C'est ça. Merci à elle. C'est surtout la séquence où Murphy retourne dans sa maison une fois qu'il est en Robocop. C'est cette séquence-là en fait où Martine, je crois, elle s'appelle la femme de Paul Verhoeven, lui a dit cette scène-là, c'est ton domaine en fait. Tu sais faire ça. Et donc c'est cette séquence-là où vraiment lui s'est intéressé et a commencé à tisser des liens avec le Christ, etc. Enfin c'est son cheval de bataille, quoi. T'as d'autres choses ? Je peux vite fait vous parler du casting. Donc on a Peter Weller qui est un peu l'acteur qui a été révélé dans les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension. J'ai failli confondre, merci. On a Nancy Allen qui est très connue pour son rôle dans Blowout. Elle a notamment été la femme de Brian De Palma. Ensuite on a Ronny Cox, un acteur que j'adore là, qui joue Dick Jones là dans le film, qui a été un second couteau. Enfin moi je le retiens dans le flic de Beverly Hills 1 et 2 en fait, c'est le commissaire, et Miguel Ferrer que je trouve incroyable. Enfin, j'adore cet acteur, c'est le cousin de George Clooney, donc qui joue Bob Morton en fait. C'est pas vrai. Ouais. Qui c'est malheureusement le cousin de George Clooney. Et nous a malheureusement quitté 2012 quelque chose comme ça. Non après je crois parce qu'il y avait déjà il est dans Twin Peaks saison 3. Dans la saison 3 forcément donc c'est après. Moi je l'adore dans Hot Shot 2, je sais pas si vous avez la rêve. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, quand il regarde la cam, il fait la guerre, c'est fantastique. Donc on a un budget de 13 millions au départ, et ensuite le box-office, il en aura rapporté 56 millions. Donc on peut appeler ça un petit carton. Un petit carton. Ça a lancé une franchise dans la foulée directement. Voilà. Il y a eu un 2 donc par la suite. Un an après, 2 ans. Ça. Non, un peu plus je crois. Un peu plus, on est début 90. Ouais. Scénarisé par Frank Miller. Qui a fait bien mieux dans sa carrière. Il joue dans le 2 d'ailleurs. Il est dedans, on a comme méchant Tom Noonan, qui incarne le dragon rouge dans le 6e sens de Michael Mann, donc qui est l'original de le premier Hannibal Lecter en fait. Je ne prendrai pas le temps de noter toutes vos rêves parce que ça va vite. Hein. Et là, ça va un peu vite. Je boude. Donc Robocop 2 réalisé par Irving Kershner, qui est le réalisateur de l'Empire contre-attaque, bien sûr, et des Yeux de Laura Mars, scénarisé par Carpenter. Oui, c'est vrai. Ensuite, on a un Robocop 3. Alors là, j'ai carrément oublié parce que les navets, je retiens pas. Si, c'est avec le mec qui a écrit Predator là. C'est Shane Black et tout ça. Ouais. Je sais plus son nom. C'est Decker. Oui, Fred Decker. C'est ça, c'est Fred Decker à l'Ariel. Ouais, merci. Ouais, tu l'avais pas, Thibaut. Spielberg. Alors, si je me trompe pas, il y a une série. Il y a eu 2 séries. Il y a eu des téléfilms qui ont été découpés en épisodes de série, et il y a eu une série live sur Sci-Fi début 2000, fin 90, début 2000. Ok. Mais entre-temps, il y a eu le dessin animé aussi. D'accord. Robocop. Sachant que Robocop était interdit au moins de 17 ans aux USA, mais ils ont quand même fait un dessin animé pour les enfants parce qu'il fallait faire un autre marché au cas où. Fallait faire des jouets. Quoi. Ouais, et il y a eu des jouets de fous qui ont été faits, notamment un jouet de Robocop où il a des amorces, et tu peux mettre des amorces et il tire, c'est comme si son pistolet, il tirait vraiment. Mais d'ailleurs, pour moi, c'est d'abord un jouet Robocop, c'est marrant. Oui. C'est d'abord un jouet pour moi, parce que j'avais d'abord connu le jouet avant de connaître le film. Et je crois que le Rated R, il est toujours chez nous. En tout cas, moi, il est toujours interdit au moins de... Enfin, il est toujours déconseillé au moins de 18 ans, il me semble. Là, je sais pas. 16 ans. 16, ouais. Parce qu'il y a des séquences, en le revoyant, à chaque fois je me le dis, mais comment ça se fait qu'il a réussi à faire ça? Ce qui m'amène d'ailleurs au dernier Robocop en date, qui est de 2008, 7, je sais plus. Réalisé par... Plus jeune, ouais. 2013. Ouais, je pense que c'est plus ça, ouais. Décidément, j'ai des problèmes avec les dates. Réalisé par José Padilla, qui a fait Troupe d'élite 1 et 2 avec Wagner Moura, un autre acteur qu'on retrouve dans le film dont on va parler tout à l'heure, comme quoi tout est lié. C'est merveilleux, c'est une grande famille. C'est fou. Voilà, je sais pas trop quoi penser de ce remake, mais je pense que c'est mieux de s'attarder sur l'original. Sur l'original, c'est pour ça qu'on est là. On va s'attarder sur l'original. On va faire un petit tour de table en disant peut-être une scène ou un truc qui vous marque dans le film en lui-même, en dur. Moi, ce que j'ai kiffé, entre autres, c'est le gros robot en stop-mo, surtout dans l'escalier là. ED209. Je trouvais ça génial. Je m'attendais pas à de la stop-mo dans ce film, et je trouvais que c'était. Alors ça a pris un petit coup, mais ça a son charme. Vu que ça se voit que c'est fait un peu en dur et tout. Ça a son charme, et en plus c'est marrant parce qu'il se casse la gueule dans l'escalier, il reste bloqué pendant 10 minutes. Ouais. D'ailleurs, il est doublé par le bruitage qu'ils ont trouvé, c'est une truie en fait.
Quand il tombe. Quand il tombe. Qui s'appelle La truie ? Ouais. Aucune idée. Misery, voilà. C'est pas tout, comme quoi. Victor, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on dit Robocop ? Plein de choses. Son armure X, robotisation de son corps. J'aime bien aussi les gros guns qui sortent des balles qui explosent tout aussi. Moi, je trouve que ce fusil-là, cette arme-là, je la trouve trop bien. Je pense au pub. Je pense à sa résurrection aussi, quand il revient en vie et on voit avec la caméra subjective avec des choses qui sont notées et tout devant. Moi, j'adore C'est ça. une putain de trop bonne idée. Ça, c'est super il y bien. a trop bien. Ça existait peu aussi au moment où c'est sorti. C'est ça l'accomplissement en fait de voir ça. Il n'y avait pas encore cet affichage numérique qu'on connaît maintenant. Là, c'était les prémices, tu vois. Et en plus, il y a un aspect vidéo, je dirais, quand on voit. Ouais. Et pour moi, le jeu vidéo a bien repris aussi ça, parce que souvent dans les jeux vidéo, tu commences comme ça maintenant. Je sais que dans Fallout, je sais qu'on est dans les Metal Gear Solid. Assassin's Creed, je crois. Il y en a. Ouais, et tu démarres comme ça au plan à la première personne. Et c'est Robocop pour moi maintenant, ça. Ça a toujours été ça. Ok. Moi, il y a une scène qui m'a toujours choqué. D'ailleurs, on va vous la passer à l'écran. C'est pas tant la mise à mort de Murphy, mais c'est ce qui suit juste après. C'est-à-dire qu'il se fait prendre en charge tout de suite par des ambulants, enfin des médecins, qui sont d'ailleurs des vrais médecins. En fait, ils ont casté des vrais médecins pour cette séquence et ils les ont laissés improviser leur dialogue. Et à la fin de la prise, ils se sont dit putain, on pourra pas avoir mieux, c'est génial. Et en fait, ce qui est ouf dans cette séquence, c'est que Murphy, il est complètement déchiqueté. Nous, en tant que spectateurs, on a de l'empathie pour ce personnage qu'on a à peine connu là pendant un petit quart d'heure. Et le voir mettre en pièces comme ça fait super de la peine. Et en fait, le truc, c'est en contraste avec ça, on a on a ces médecins qui sont complètement détachés de ça, qui exécutent leur travail comme si c'était un patient qui avait un rhume, tu vois. Enfin, j'exagère, mais ils sont très robotiques finalement. Très robotiques, dans leur manière d'exécuter, où ils le réaniment là avec le défibrillateur et tout. Et du coup, c'est une petite scène qui te donne un tout petit frisson là comme ça. Et juste après, ce qui suit, c'est la résurrection et on en a parlé, c'est merveilleux. Voilà. Un peu la scène de l'exorciste à l'hôpital, cette séquence-là. J'ai un peu, moi, j'associe un peu les deux. Surtout tu sais où il filme le visage de Murphy là très très près. Ouais. J'ai un peu ce malaise comme ça où vraiment il cligne pas des yeux, rien du tout. Très gros plan sur le visage. La lumière plein phare comme ça sur lui. T'as aussi un leitmotiv qui revient dans d'autres films. Tu sais, c'est cette fameuse vue subjective. Oui, avec les néons dans le couloir d'un hôpital quand quelqu'un se fait emmener. J'adore l'impasse. Qui revient. C'est ça. À ton tour. Qu'est-ce que je peux te dire qui n'a pas été dit ? Moi, je l'ai revu aussi, là, la restauration 4K. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, là, après, c'est des formations professionnelles, mais c'est le montage. Vraiment, j'étais surpris de l'efficacité des séquences. Je pense que le film a été beaucoup storyboardé. Et en fait, Verhoeven savait vraiment, là, c'est ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là. Et il y a il n'y a pas de perte de temps, tous les plans sont calés, rythmés. En off, on disait tout à l'heure, on savait pas à quel time code ça arrivait, telle ou telle séquence, parce que le film est tellement, il a tellement son rythme rapidement. Peut-être avec les pubs, ça permet de lancer progressivement le film, mais moi c'est ce qui là me sort du visionnage, c'est ça que je garde. Moi, il y a un plan que j'affectionne aussi dans le film, c'est quand le maire prend en otage les gens de la mairie. Et t'as Robocop qui arrive, il le défenestre. Et en fait, plutôt que de filmer la chute du mec, Paul Verhoeven, il va filmer des journalistes qui filment la chute. Ouais. Ah oui. C'est la caméra qui fait. Et ça, pour moi, c'est la note d'intention en partie du film. C'est de te montrer comment les journalistes vont au sensationnel. Et moi, ça me fait rire à chaque fois que je vois ça, en fait. C'est ça que j'allais rebondir aussi, c'est les thèmes. Moi, que ça se passe à Détroit et qu'on te montre le Détroit de Robocop. Ouais. Je trouve ça trop bien. Qui d'ailleurs été tourné au Texas. Dallas. Je dis bien que c'est le Détroit de Robocop. C'est le Détroit de Robocop. Parce que je pense qu'il parle de l'essor économique de la ville. On a l'impression que ça va devenir une mégalopole plus. Dallas c'était devenu comme ça dans les années 80. C'est vraiment développé bien par sûr, avec l'automobile et tout ça, c'est ça. Et du coup, il y avait certains immeubles qui paraissaient comme
Vétuste à l'abandon. Enfin, non, le ça récent paraissait plutôt. futuriste Ouais. en fait. Oui, Voilà. oui, Et donc ok. ça lui a donné quelques dizaines. Bah du coup là où se passe, enfin là où est l'OCP, Ouais, l'OCP. il y a beaucoup moins d'étages en réalité dans ce building et en fait ça a été rajouté. Des enfin, il y a super des mind étages qui ont été- painting aussi. Ouais. La restauration, pareil. Les plans de l'ascenseur, là, les plans Oui. en caméra plongée, là, incroyable. Superbe. Ouais, parce que Détroit aujourd'hui c'est une ville qui est tout esquintée quand même. Bah ouais, Oui. j'y viens justement, c'est sur les thèmes du film qu'il aborde, et parce qu'il y a en plus de ça des thèmes qui sont prenants quoi, de savoir que c'est une entreprise privée qui va acheter la police et du coup d'où le projet Robocop et tout ça. Il y a des vrais thèmes de sécurité dans le film et Paul Verhoeven il aime bien mettre un sous-texte assez comment dire. Offensif envers les États-Unis. Ouais, quoi. voilà, c'est Critique. ça. Offensif, c'est un bon mot, ça. Ouais. Il a un sous-texte offensif. Je le redirai, ça. Merci Thibaut. Ouais, c'est ça. J'allais y venir justement sur les thèmes. Qu'est-ce que ça dit sur les États-Unis, sur la police de l'époque, sur le port d'armes, sur la violence. Le fait de se faire virer aussi, enfin administrativement en fait. Enfin, là, bon, je spoil pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. Allez-vous-en. Quand même. La toute fin, quand Dick Jones se fait appréhender, enfin, il prend en otage son patron, Ah oui. mais il y a la directive 4 qui empêche Robocop de sortir son arme et de tirer parce qu'il peut pas abattre un membre de l'OCP. Ouais. Et en fait, c'est fou de voir la dégringolade de ce mec en quelques secondes qui est au sommet de la tour en fait, qui domine un peu comme les autres et rien qu'avec un vous êtes viré. Ouais. Et là, tu as la machine administrative qui se met en route armée d'un flingue, tu vois, et qui le bute, il se fait défenestrer, et là, il retombe au niveau 0. Enfin, il est mort, quoi, tu vois. Et j'adore cette image, en fait. Enfin, toute la symbolique, tout ce que ça veut dire. Lance Gruber, quoi. Ouais, La même chute. ouais, c'est ça. Mais en moins bien, parce que quand Il a même, des grands bras. Ronnie Cox, il a des bras de énormes. 3 mètres de long. La marionnette a des grands bras. Mais on excuse ça. Ouais. Et le film se conclut là-dessus, alors qu'à la base, il devait se terminer par encore une fausse pub sur le personnage de Lewis, donc Nancy Allen, qui avait survécu à son, au coup de feu qu'elle avait reçu dans l'usine là. Et en fait, pendant les projections tests, Paul Verhoeven, il a vu que les gens étaient complètement ouf à la toute fin quand le PDG de OCP demande en remettant sa cravate, il fait vous êtes un excellent tireur, jeune homme, vous vous appelez. Et là, tout le monde s'est levé dans la. Enfin, tout le monde. Il y a quand même des personnes qui se sont levées, mais se sont levées et ont crié Murphy, et c'est exactement le personnage. C'est exactement ce qu'il dit, en fait. Ouais. Et c'est trop bien. Enfin, à ce moment-là, le Paul Verhoeven a dit il faut qu'on finisse là-dessus. On a retrouvé la vie. Et c'est la fin parfaite pour moi. C'est vraiment incroyable. Et vas-y, tu parlais tout à l'heure de la dimension religieuse, christique et tout. Ouais, donc on a donc cette mise à mort qui, selon les dires de Paul Verhoeven, il a filmé ça comme une crucifixion. Alors la censure, elle lui est pas mal tombée dessus. C'était assez gore, donc dans la director's cut, vous en voyez un petit peu plus que dans la version ciné. Ouais, j'allais dire c'est gore quand même. Ouais, les journalistes ils lui ont dit mais quand même, c'est pas gore cette scène. Il dit ouais si. Il dit mais moi j'ai jamais vu un protagoniste se faire enlever la main comme ça à coup de chevrotine, tu vois. Ouais. Enfin voilà la réponse de Paul Verhoeven, tu vois. Le mec il dit mais c'est gore. Ah, attends tiens je vais t'en remettre, tu vois. Enfin moi ça me fait rire. Ça me manque des réalisateurs comme ça maintenant. Ah, c'était mieux avant. En tout cas, ce que Paul Verhoeven il a fait au travers de sa carrière, tu vois, c'est plus donné à tout le monde de débarquer d'Europe pour venir aux États-Unis. Tu vois, il y a que Aja pour moi qui a réussi à le faire, mais il a fait que sur un film. Alors que Paul Verhoeven, il a quand même eu 10-12 ans de carrière aux États-Unis avec des films sulfureux comme Showgirls et bien un petit peu avant Basic Instinct. Basic Instinct, ouais, de ouf. Ça s'est fini avec Holoman qui est un peu en deçà, mais moi c'est un film que j'affectionne. Il y a encore des thèmes qui sont là, voyeurisme, etc., érotisme, c'est encore là. Qui appartiennent à Paul Verhoeven, quoi. Il y a ce gorille incroyable en 3D aussi dans c'est vrai. Oui, c'est vrai. Holoman, cet effet est fou. Ouais. J'aime bien Holoman. L'homme sans ombre, ouais. Et donc voilà, oui, cette scène donc de mise à mort qui a été filmée comme une crucifixion. Ouais, il se fait exploser la main en plus, donc c'est. On a ensuite la résurrection, mais plutôt médicale. Ouais, médicale, mécanique, électronique, cyborg, robot, tout ce que vous voulez. Jusqu'à cette fin où on voit Murphy marcher sur l'eau. Dans l'usine. Putain, ouais. Ah oui, voilà. Putain, ouais. Il marche sur de l'eau. Pas du tout fait le lien. Voilà, maintenant vous le ferez. Putain. Voilà pour les thèmes.
Oui, puis il y a le chemin de revenir sur le Murphy d'avant. Enfin, c'est beaucoup cette quête-là aussi, de savoir s'il est Robocop, s'il est juste l'outil de l'OCP ou s'il y a encore Murphy qui reste quelque part. Enfin, il y a cette quête-là aussi. Et finalement, est-ce que Robocop, il donne pas sa foi à Murphy? Tu vois, il y a aussi cette quête spirituelle que lui essaye de faire tout le long du film. Et c'est pour ça qu'il a le visage découvert, je pense, quand il marche sur l'eau. Et bah, la phrase de fin finit son parcours, en fait, de foi. Et il sait qui il est maintenant. D'ailleurs, tu as mentionné le visage découvert, un effet que je trouve particulièrement encore incroyable. Pas vieilli, franchement. Pas vieilli, hein. Honnêtement. Donc on a Rob Bottin aux effets spéciaux. Donc Rob Bottin. On avait déjà parlé de ce mec. Dans La Chose. The Thing. Et qui avait commencé aussi dans Fog. En fait, il fait l'un des chefs. Enfin, il fait Blake dans Fog. Hein. Ouais, il fait le chef des pirates. Et en fait, il a fait ses écoles, lui. Avec Rick Baker. Avec un Rick Baker, élève voilà. de Rick Baker, qui est un autre maquilleur qui a fait les effets de Thriller de Michael Jackson, par exemple. Et le Loup-garou de Londres. Le Loup-garou de Londres. Pendant que Rob lui, Bottin faisait faisait Hurlement avec Joe Dante et John Davison, le producteur de Robocop. C'est pour ça qu'il se... Ça va, Thibaut? Ça va, moi j'ai toutes les mais tout dont il parle. Il y a aussi, moi ce que j'ai bien aimé, c'est la relation avec les petits flashbacks avec son fils devant la télé là. Ouais. Did you see that, Dad? Tu sais faire ça avec le pistolet et que si je dis pas de conneries, il le fait quand il est en Robocop, il le fait avec les flingues là. C'est léger mais c'est beau. Ouais, une réminiscence, quoi. Tu vois ça arriver là en plein milieu d'une scène d'entraînement de tir là. Tu dis waouh, la séquence où il est avec le flingue là. Ouais, c'est au stand de tir, incroyable. Où il défonce l'affiche. Il explose et tous les autres regardent. Mais j'aime bien parce que c'est super bien mis en scène. Tu vois beaucoup de flingues, tu vois beaucoup de flingues, et puis t'entends un flingue qui a une détonation pas pareille que les autres, et là ça se met à zoomer. T'as un zoom avant. Et là je ne regrette. Et moi les zooms quand c'est bien fait, j'adore. Et là pour le coup je trouve que c'est incroyable. C'est trop bien. J'aime beaucoup. Ça renforce l'attention sur ce qui se passe. Il a une super dynamique ce zoom, je trouve. Direct. Trop fort. Et on disait l'autre fois, ma voix est partie. De mots là. On disait, ce qui est génial, c'est quand il bouge la tête avant son corps. Oui. Oui, ça aussi. Tout l'entraînement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en fait. C'est un détail qui fait que ça le rend hyper robotique. En fait, là, on en parle, c'est rigolo tout ça, hein, mais en fait, c'était un super calvaire ce film. Hein, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui s'entendaient sur le plateau, notamment l'acteur principal, Peter Weller, qui en fait a dû apprendre une chorégraphie, mais sans avoir essayé le costume. Donc il avait un prof de mime avec qui ils ont passé des mois d'entraînement, et à la base, les déplacements du Robocop devaient être beaucoup plus fluides. D'après ce que j'ai lu, ça devait être un peu comme du métal liquide, donc T1000. Rien à voir. T1000 avant le T1000. Et en fait, quand il essaye le costume, finalement, le costume il est tellement épais qu'il peut pas il peut pas bouger en fait. Et donc du coup, grosse déprime, putain, tous ces mois de perdu pour rien. Donc en fait, ils ont dû refaire tout un exercice. À côté de ça, en parallèle, ils ont dû assouplir un petit peu le costume et en fait surtout le rendre plutôt movible au niveau des articulations. Donc ils ont mis du caoutchouc plutôt robuste. Enfin, je connais pas trop les termes. Mais enfin, en tout cas, c'est des plaques surtout comparé. En fait, il a un juste au corps et c'est des bouts qui se mettent. T'as un plastron, t'as des bras, des jambes. C'est comme les Stormtroopers un peu de Star Wars, le costume, comment il est construit. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de problèmes parce que le costume était super lourd. C'est ça. Et la peinture tenait pas. Il était repeint tous les jours pour. Il perdait je sais plus combien de lignes de flotte, de sueur. Enfin, c'est un enfer. C'était vraiment un calvaire. Il s'est barré du tournage. Et il s'est barré du tournage. Il a dit moi je m'en vais, j'en ai plein le cul. Et Paul Verhoeven lui a dit vas-y si tu veux, va-t'en. Il fait de toute façon la plupart du temps c'est quelqu'un derrière un masque. Je pourrais très bien trouver quelqu'un d'autre. Mais Paul Verhoeven l'a fait en mode joueur de poker parce qu'il savait que Peter Weller allait forcément revenir. Et donc il est revenu. Ouf. Ouais, ouf, hein, quand même, parce que. Grosse colère, hein, quand même, Peter Weller, mais bon. Qui a été casté pour sa bouche, en fait. Bah ouais, parce que c'est ce que j'allais vous dire, il est pas très costaud. Dans le film, c'est pas un archétype d'homme costaud. Eh ben justement, je te laisse finir. Non, et en fait, quand je vois Robocop, c'est marrant. Il a un peu l'archétype des héros d'aujourd'hui qui sont très musclés et tout ça. Oui, puis il rentrait dans un idéal réganien de l'époque, Rambo et tout ça. Ouais, il a cette carrure-là en fait, mais c'est que l'enveloppe finalement. Et en plus, ça matche bien avec le fait qu'il va devoir mettre un gros costume. Et vous l'avez dit, quand on est à la fin et que on voit sa tête, heureusement qu'il est pas trop musclé parce que sinon ça pouvait pas rentrer quoi.
Il faut savoir qu'à la base, le rôle de Robocop, il avait été proposé à Rutger Hauer, donc, qui est l'acteur fétiche de Paul Verhoeven. Donc Rutger Hauer, c'est le chef des réplicants dans Blade Runner de Ridley Scott. Il joue aussi dans The Hitcher, un film dont on parlera, je pense, sur ce podcast, parce qu'il est vraiment incroyable. Et donc j'en passe. Hobo with a Shotgun. Le rôle a été proposé aussi à Arnold Schwarzenegger, à Tom Berenger, à James Remar. Alors James Remar, il a un petit rôle dans les Guerriers de la Nuit. C'est le chef. Et moi, je l'avais vu en danseur motard qui exécute des contrats dans un film avec Burt Reynolds qui s'appelle Assistance à femme en danger avec Lisa Minnelli. Ça, c'est le film que mes parents me faisaient voir quand j'étais petit. Après, on a Armand Assant. Armand Assant, ça vous... Alors lui, c'est donc le rôle a été proposé aussi à ce monsieur, qui en fait joue dans le Judge Dredd d'origine, qui est en fait le frère jumeau de Sylvester Stallone. C'est lui le grand méchant du film en fait. Peter Fonda, donc Peter Fonda qu'on a vu dans Easy Rider, qui arrive dans les studios et qui dit Robocop, c'est moi. Et en fait, quand tu vois la gueule de Peter Fonda, tu te dis c'est pas possible, ça peut pas être lui. Michael Ironside aussi a été approché. Donc Michael Ironside, le chef dans Scanners, on le voit dans Starship Troopers, dans Total Recall. On va peut-être un peu trop ressembler à Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri aussi. Donc voilà. Et donc il me semble, pardon, je t'interromps. Il me semble que Ray Wise aussi, qui joue un des hommes de main, il avait postulé aussi pour jouer Murphy. Ray Wise, rappelle-moi. C'est un des hommes de main de Clarence Boddicker. C'est celui qui joue aussi dans Twin Peaks d'ailleurs. C'est l'Ilan de celui qui a une barbe pas possible là dans le film. Non, celui qui se fait appréhender dans la boîte. Ouais. C'est lui. C'est Nash Léon, je crois, dans le film. C'est ça. Et il joue dans Jeepers Creepers 2. C'est vrai. Et j'adore cet acteur, il est vraiment trop bien. Je crois qu'il y a François Cluzet aussi qui a... tout le monde. Il a un petit rôle. Et comme quoi la police recrute pas beaucoup. Quand même. Stallone aussi a été approché pour le rôle. Mais enfin voilà, tous ces personnages, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'ils sont hyper trapus pour la plupart, sauf Peter Fonda. Et donc en fait ils se sont dit non, ça sert à rien d'avoir un mec déjà balèze à la base. Si en plus si c'est pour le mettre dans un costume balèze, ça va être excellent. Ridicule. Ça va être ridicule. Ils se sont dit ça va être ridicule. Donc le tour de force d'avoir fait l'opposé quoi. Et donc du coup le tour de force également, ça a été de revoir toute la gestuelle au niveau des déplacements de Robocop et de donner un truc hyper... moi j'adore, avec un pote j'en parle. Oui d'ailleurs Chris, je te dédicace ce podcast. La gestuelle Chris, ça a été mon chauffeur qui m'a amené ici. Salut Chris. On lui dit bonjour. Salut Chris. Voilà, cet épisode c'est Chris Cardiaque. Oh super, il va apprécier. Donc la gestuelle de Robocop, c'est il va d'abord bouger le corps avant de bouger la tête. Ça Oui. Ouais. Il tourne son corps et après sa tête. Il bouge le corps. Moi, c'est l'inverse. Ah ouais? Moi, c'est la tête et le corps celui-là. Ah, c'est vraiment. Oui. Il tourne la tête et après. Je le vois dans le commissariat, là, tourner la tête et après. Je m'excuse pour le. Si tu connais pas le film dont tu parles, c'est pas grave. Autre anecdote, Nancy Allen qui a un rôle plutôt masculin. Dans le film, en tout cas ça a été une volonté de la production. En fait ils lui ont coupé les cheveux de plus en plus courts au fur et à mesure du film pour que de plus en plus elle ressemble à un garçon manqué en fait, et elle a dit que pendant le tournage elle portait des sous-vêtements de mec pour se sentir balèze. Et quand tu la vois dans le film, en fait, dès qu'on introduit son personnage, elle est en train de défoncer la gueule d'un mec qui veut se barrer du commissariat. Il me semble que c'est déjà la classe, quoi. Avec son chewing-gum. On la voit pas beaucoup dans le film en vrai. Pardon. Je trouve qu'on la voit pas beaucoup. On la voit pas beaucoup. Un personnage qui est cool, ils auraient peut-être, pu faire un duo ou quoi. Dans le début, elle sert de. C'est l'acolyte de Murphy et c'est elle qui nous permet de rentrer un peu dans l'histoire et d'être. Tu vois. D'ailleurs, c'est en partie à cause d'elle que Murphy est tué. D'ailleurs. Ouais. Parce que c'est elle qui dit sortons de la voiture, on va aller débusquer à deux. C'est vrai. Alors qu'ils sont 12. Et puis elle se fait bêtement avoir parce que qu'est-ce qui se passe dans cette scène où elle arrive dans l'usine et t'as un mec qui est en train de pisser et elle le tient en joue, il dit est-ce que ça te dérange si je remonte ma baguette, et là elle fait la connerie de baisser les yeux et il lui met un coup de pied et il tombe, je crois. Voilà. Pas de chance. Incroyable. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses, on peut encore continuer. À dire. La musique. J'étais tout ouïe. La musique. On a la musique de Basile Poulet-Doris qui nous fait un thème incroyable. C'est vraiment un compositeur que j'adore.
On pourrait la chanter en chœur si. Ouais, on pourrait, hein, mais on va le faire. Mais on va pas ici, pas ici. Donc Basile Polidoris qui a aussi écrit la musique de Conan le Barbare. Donc, le thème aussi, ça vous pouvez l'écouter en bagnole, même chez vous, même dans les toilettes, il n'y a pas de problème. Hein, c'est vraiment un truc qui s'écoute. Enfin voilà. J'ai fait un bide avec ça. En bagnole, en toilette. En bagnole. Alors oui, qu'est-ce que... Bon, en fait, ouais. Oui, alors on a Paul Verhoeven, très vite, une apparition de Paul Verhoeven à l'écran, dans le film. Dans la boîte. Dans la boîte de nuit. Quand il va appréhender Léon Nash, là, qui lui met un coup de pied dans les testicules à Robocop, et en fait il se fait super mal. Et là, juste après cette scène, vous voyez un mec s'agiter en gros plan comme ça, qui fait... comme ça. 2-3 secondes. Et en fait, il faut voir des images de Paul Verhoeven sur le plateau. C'est vraiment un mec tyrannique, quoi. Enfin, tyrannique. Possédé plutôt. Tu sais, le D209, par exemple, il faisait des grands gestes comme ça pour montrer à son équipe ce que ça allait donner. Tu sais, c'était le mec le plus enthousiaste sur le tournage, quoi. Il faisait les bruits de feu, des coups de feu dans le labo, là, la séquence de labo de drogue. Il disait ta 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 ta. Il faisait les rythmes, il faisait tous les bruitages et tout ça. Et du coup, dans la boîte de nuit, il s'est dit non, c'est pas comme ça qu'il faut danser, je vous montrais moi, tu sais, puis comment ça devant la caméra à danser. Et du coup ça filmait quand il a fait ça, et en fait l'équipe sans avoir, enfin comment ils ont inséré ce plan là mais sans le lui dire, en fait ils ont mis ce petit plan qui dure même pas une seconde, hein. Mais cool. Si tu fais sur image, tu le vois, il se déchaîne pendant une petite seconde, c'est rigolo. Génial. Ouais. Ouais, non, enfin après je pourrais encore en dire des tonnes, hein, mais on n'a pas parlé de. Enfin, alors ouais, il y a eu énormément de censure sur le film. Il est ensuite sorti à la télévision, et Paul Verhoeven, un peu pour se couvrir, il a tourné des scènes bis, notamment la scène la plus dégueu du film quand on a le personnage de Émile. Non. Lequel? Celui avec la barbe. Quand il devient en. Oui, quand il se transforme en. Celui qui se fait. Celui qui se fait liquéfier. Ouais, celui avec la barbe, pas possible. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez comment il finit. Hein. Donc, il se finit complètement écrabouillé par la caisse de Clarence Bodiker, qui d'ailleurs, ce qui est projeté sur le pare-brise, c'est un seau de catering. C'est tout ce qu'il y a. Toute la bouffe de l'équipe. Enfin, je crois que c'est surtout les boissons qui ont été versées dans un seau, et c'est ça qu'ils ont balancé sur le pare-brise. Et quand tu vois ça, enfin ça fait un truc très dégueu, enfin c'est trop bien. Et en fait en télévision cette scène n'y est pas. Alors il sort de la cuve d'acide, et en fait Clarence Bodiker le contourne avec sa bagnole, et apparemment il se liquéfie en flaques gluantes. Voilà. C'est un effet un peu à la street trash, je crois. En fait, il sort, et on voit Clarence donner un coup de volant, la voiture qui fait vous, et il le contourne, et en fait il reste en pause et il se liquéfie comme ça, très street trash dans les faits. Pareil pour la scène de fin, Clarence Bodiker devait se faire empaler avec le pic, mais pas au niveau de la gorge, au niveau de la mâchoire. Ça devait ressortir par la bouche. Après, ça devait être dans l'œil. Et à chaque fois, la censure disait non, il faut refaire. Donc finalement, ils ont opté pour le coup que je trouve tout aussi dégueulasse. Moi, tu me l'aurais mis dans l'œil, ou enfin, je trouve ça encore plus horrible de te prendre ici. À l'œil, c'est tellement attendu. Enfin. Je sais pas, moi je trouve que ça va quand même. Oui, comme ça va. Dans tous les cas, c'est chiant à prendre. Ça reste quand même hyper. C'est chiant. Oui. C'est le choix entre œil et cou. Évidemment. Super film qui critique l'Amérique, et nous on enchaîne sur un super film qui critique l'Amérique, qui va faire débat au sein de ce plateau. C'est Civil War, et on envoie un extrait. Allez, let's go. All across America, critics are raving about the movie event of the year. It is American, 100%. That's what I'm talking about. Cool. Are you serious? J'adore les voix américaines, c'est vraiment trop mon dada, quoi. C'était une pub de Robocop, ça, ou c'était un vrai film, du coup? Civil War, sorti en 2024, réalisé par Alex Garland. Pour le pitch, on a une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, est plus que jamais sur le fil du rasoir. Moi, j'ai adoré. Victor, t'as bien aimé. Et on est en 2 contre 2 face à des rageux, des haters. Des haters? Non, je suis pas un haters. J'ai pas apprécié, mais
Et puis Rod dit Civil War. Pas spécialement aimé non plus, je vous expliquerai ça en détail après. En détail en plus. Non, pas trop en détail. En détail, on a de la chance. Vous êtes gâtés, hein. On est gâtés. Victor commence par défendre le film. Je commence direct là. Bah allez, c'est parti. Dis ce qui est bien, je commence si tu veux. On fait un pour un. Bah contre non, à chaque Civil fois. War, c'est un film de Alex Garland. Alex Garland, vous Qui voyez. Alex Garland. Ah, je connais pas. Tu connais pas? Ah non. T'as jamais vu Ex Machina? Quoi? Non, je fais exprès. Ex Machina qui est super. Annihilation, tu l'as vu? Avec Nathalie Portman. J'ai pas Ouais. vu celui-là. Et Men aussi, qui était pas mal, qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans, ça. Juste vu Ex Machina. Et celui-ci. Et je trouve qu'Alex Garland revient avec son 4e film, du coup, avec Civil War. Et Civil War, je trouve que c'est un film plutôt fort appréciable, notamment dans son premier visionnage, puisque je trouve que le premier visionnage te prend aux tripes, quoi que tu en penses du film. Et ça m'a fait beaucoup d'effet. C'est que oui, j'ai pas forcément énormément réfléchi pendant le visionnage du film. C'est-à-dire que je sais déjà, je vous vois venir en fait avec ouais, c'est pas qui c'est et tout. C'est pas Mais- vraiment ça, moi, qui me. Mais Vas-y, vas-y. non, mais je vous vois venir et en fait, je trouve que le film n'apporte pas. Enfin, ça aurait été mieux d'avoir cette réflexion-là. Je l'ai pas, ça m'a pas empêché de passer un film où je voyais des gens s'autodétruire, je voyais une guerre civile aux États-Unis, et moi, une guerre civile aux États-Unis, j'ai pas vu beaucoup ça. Et du coup, j'étais assez. Ouais, j'ai été pris par le film. Ouais, c'est le premier visionnage en tension, comme tu dis, je suis très d'accord. Et la bande-annonce reflète pas bien le mood du film. On dirait juste un film d'action qui s'arrête pas ou que ça tire Ouais. partout. Et c'est vrai. loin d'être vrai. C'est Franchement, un- pendant 1h15, il se passe pas grand-chose. C'est un road movie, Évidemment, c'est une expression, il se passe plein de trucs. Mais c'est pas du tout un film de guerre, quoi. Ouais, moi j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, ce que ça dit sur, tu vois, pas la rédemption, mais la photographe qui est au début hyper affirmée et qui a un parcours un peu inattendu, et l'autre justement qui a tout à découvrir, tout à prouver. Et j'ai trouvé que la relation entre ces deux personnages-là était vraiment très cool. Mais vous, non. Allez. T'as des choses à dire Ouais, j'ai- Ou tu veux que je commence Comme tu veux. Moi, je suis quand même mitigé plus que. Mhm. Mais je trouve quand même le film pas. Il manque vraiment d'inspiration. J'aime beaucoup la première séquence. Sans spoiler, c'est une situation qu'on connaît pas dans un contexte urbain et états-unien, on va dire. Ouais. J'ai pas eu l'habitude de voir ça et pour moi ça partait bien. Je trouvais que le film vraiment prenait ses quartiers et allait. Moi je pensais que ça allait être des suites de scénettes un peu comme ça. Et donc c'est un road trip, c'est un road movie. Donc ça rentre dans l'imaginaire américain. Et au lieu d'aller, je crois ils vont de l'ouest à l'est. Ils vont à Washington. Ils vont New York ou d'ici, ouais. Ouais. Donc ils font la ruée vers l'or mais à l'envers. Donc Ouais. ils repartent de l'autre côté. Et en fait ça va de pire en pire. Moi on entend beaucoup là la critique de on comprend pas les tenants les aboutissants du conflit, on sait pas pourquoi. C'est pas grave. C'est pas très grave pour Non. moi. Ça me dérange pas d'avoir des trous à combler par moi-même, par l'imagination et avec ce qu'on peut glaner pendant le film. Ça, c'est pas dérangeant, mais je trouve que il y a un syndrome où les personnages sont toujours au bon endroit, au bon moment. Ils arrivent toujours, niveau timing, à être... pendant le truc de Washington, ils arrivent au bon moment, ils sont loin des combats, ils sont pas juste devant, ils suivent un groupe de combattants, on sait pas de où, comment, on sait pas où ils sont. Enfin, c'est un peu cette séquence-là est un peu compliquée, je trouve. L'affrontement avec l'armée et les. Je trouve que alors ça commence un peu à spoiler si je te réponds. Donc voilà. Ok. Je trouve que justement ce qui est cool dans le fait qu'ils sont toujours avec les soldats, même à la fin, tu vois, quand ils vont dans le Capitole, ils sont vraiment avec eux au contact. Et moi, ce que j'ai un peu compris là-dedans, c'est l'importance de protéger la presse pour toujours savoir ce qui se passe, tu vois. C'est que les soldats, ils étaient en mode, c'est normal qu'il y ait des journalistes, ils les aidaient, ils les protégeaient. Et moi, j'ai vu ça en mode, c'est important qu'il y ait toujours des photographes de guerre, des vidéos, des images pour savoir ce qui se passe vraiment dans le monde. Ok. Parce que s'il n'y avait pas eu d'image de cette scène de fin, on ne saurait pas. Ouais. Oui, c'est tout, tu vois. Ouais, je comprends. Enfin, le film. Effectivement, c'est bizarre qu'ils sont très proches, ils se prennent pas de balles, ok.
Mais c'est pas vraiment ça, c'est vraiment d'être dans le bon moment, derrière le bon pylône à chaque truc. Je trouve ça un peu. En fait, il y a des moments où j'étais, mais c'est pas, ça marche pas en fait ce que vous êtes en train de montrer. Même si je comprends son idée de fin, de vouloir être au bon moment pour la bonne photo, et en fait c'est ce que tous les photojournalistes et les reporters de guerre cherchent, je pense. Il y a cette adrénaline là qu'ils ont pendant les conflits. Mais moi j'ai quand même un gros problème, c'est ok, ils prennent des photos, etc. On voit pas de journaux, ils ont plus de téléphone portable a priori, il y a plus de télévision, ou du moins on n'en voit plus, parce que les deux, le cadreur et la journaliste qu'on voit, ils sont en treillis. Donc ça c'est une idée à la Verhoeven par contre. Pour le coup, d'avoir fait des journalistes habillés en militaire, c'est plutôt ce moment-là, j'ai fait c'est pas mal, mais il n'en fait rien, c'est juste une idée visuelle, c'est à nous de nous débrouiller. Mais en fait, il n'y a aucun dispositif. Donc en fait, ils prennent juste des photos, mais on ne sait pas ce qui en est fait après. Non, ça. Et d'ailleurs, sans spoiler trop, puisque c'est vraiment les premières 20 minutes du film, mais on a le personnage de Kirsten Dunst qui est en train de terminer son article et de le mettre en ligne, et il n'y a plus internet, il n'y a plus d'électricité dans l'immeuble, elle ne peut pas le terminer. Et du coup, moi je trouvais ça habile parce que à partir du moment où elle ne peut pas le terminer, elle ne peut plus créer. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une forme d'excuse de dire ah bah voilà, vous n'allez pas voir d'écriture d'articles, il n'y aura pas ces trucs de prise de support. Il n'y a pas de support. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça habile de nous dire ça avant de ne pas nous montrer tout ce qui était article. Parce qu'on aurait pu avoir des montages avec l'article de Kirsten Dunst, il ressemble à ça, comment il écrit son interview, Pablo Escobar, désolé, je vais l'appeler Pablo Escobar, hein, mais voilà. Pierre, t'as pas beaucoup parlé. Non, bah il y a rien à dire en même temps sur ce. Ah, mais quel enfant. Non, mais attendez, alors, je vais refaire ma tête. Vous avez vu Salvador? Voilà. Non, j'ai pas vu Salvador. Vous avez vu L'année de tous les dangers? Non. Bon, en fait, ce film, c'est pas ça. Merci Pierre. Non, mais enfin voilà. Moi, j'ai maté ça quand j'étais petit, de Oliver Stone. C'est à peu près le même sujet. Hein. On suit des photographes pendant la guerre du Salvador. Et là, j'apprends beaucoup plus de trucs en voyant ça. Et je m'attendais vraiment. Je voulais aimer Civil War. Et comme tu dis, Raph, la première séquence, elle te met dans un mood. Limite, ça fait peur. Enfin, il y a cette manif qui peut partir très vite. Ouais, il y a ce truc autour de l'eau. Là, cette fille se prend un coup de, je sais plus quoi, de crosse ou de matraque, machin. Okay, une bombe, carrément. Et là, tout de suite, elle se fait adouber par Kirsten Dunst. Et là, on change de ton. En fait, à partir de ce moment-là, on change de ton. Et j'arrive pas à le personnage. En fait, j'ai du mal à croire à cette petite fille qui veut faire ses armes dans le journalisme, enfin, reporter. Il y a un truc avec ce personnage qui me dérange, en fait. Plusieurs fois pendant le film. On spoil ou pas? Ou on fait après? On va commencer. On a fait un tour. Il y a une séquence où ils sont en voiture et il y a une autre bagnole qui arrive. Hyper pesant au début. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est un pote de Wagner Moura, là, le journaliste. Ils sont deux, et là, t'as un mec qui passe d'une bagnole à l'autre en passant par la fenêtre. Et là, la petite, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle dit, je vais faire la même. Mais ça, oui, c'est chelou. Je vais faire la même. Et en fait, ça va faire tout ce qui va en découler juste après, avec les séquences. C'est ça qu'il y a cette séquence. Tu vois, donc je pense qu'ils se sont dit, bon, il va falloir qu'on cale cette séquence avec ces militaires racistes là. Et du coup, comment on fait? Vas-y, on va mettre ça. Enfin, moi, j'ai pas du tout acheté à cette action de ce personnage. Les articulations, elles sont visibles en fait. C'est ça. Il est bon pour mettre en place des bonnes situations, parce que effectivement, là, ce 4x4 qui arrive et qu'on voit dans le rétro, on sait pas. En plus, ils viennent de croiser des camions, je crois, de militaires à ce moment-là. Ou après, je sais plus. Mais c'est dans ce segment-là. En tout cas, ça fait peur. Quoi. Et il y a une tension. Donc la séquence, elle commence à se dérouler. Puis il y a ce truc-là qui nous met en confiance un peu, où tu vois qu'ils font un peu les cons et tout. Et en fait, elle sert juste à faire de la mise en place pour la grosse séquence où la promo, elle tourne dessus là avec Jesse Plemons. Et pour moi, les articulations à chaque fois qu'il veut mettre en place, elles sont hyper visibles et ça gâche en fait le film. Justement, quand ils arrivent sur place à chaque fois, tu vois les petites scénettes comme ça, donc cette scène-là, et moi j'ai adoré quand ils sont dans une sorte de village d'anniversaire abandonné avec une maison. Oui, le mini-golf de Noël. Le mini,
Moi, tu vois, les scènes comme ça, à chaque fois, j'étais en tension jusqu'à la fin. Il y a une escalade comme ça où, certes, on voit les articulations, mais ça vaut le coup si c'est pour des trucs comme ça, je trouve. Moi, ce qui m'a dérangé dans le film, enfin, ce qui m'a dérangé. Après, le film, il est ce qu'il est, et je suis ce que je suis. C'est-à-dire, je m'attendais carrément à voir autre chose. Le film ne donne pas satisfaction. C'est-à-dire, tu fais un film qui s'appelle Civil War, tu vois. Le film, ok, il va dépeindre un petit peu ce qui se passe dans la société de maintenant, mais c'est un film qui prend aucun risque, en fait. C'est un film qui prend aucun risque parce que les personnages, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est ce que beaucoup de gens lui reprochent, et moi je lui reproche également, hein, vraiment, c'est que à aucun moment les personnages vont prendre position politiquement. C'est-à-dire le réalisateur, il va pas se mettre à la place, enfin comment, il va pas leur, parce que quand tu regardes Salvador, Oliver Stone, il fait dire à son personnage principal, enfin il lui fait prendre position, tu vois. C'est un reporter de guerre qui est au courant du contexte qui est en train de se passer au Salvador et comment le Salvador se fait armer par les États-Unis, et il essaye il donne son point de vue à un moment donné en disant que c'est vraiment dégueulasse tout ça. Donc là c'est le réalisateur qui parle au travers de ce personnage. Là, les personnages principaux qu'on suit, ils sont toujours, ils sont quasiment mutiques, ils subissent l'action et moi j'ai pas vu un seul discours important. Mais même après on dit que tout est politique. Ouais, Ce film l'est quand même, il y a pas de problème. Oui, mais il est politique au travers des images qu'il filme. Mais à aucun moment les personnages principaux qu'on suit, eux, ils n'ont aucun point de vue. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment dérangé. Je comprends. C'est que j'aurais aimé avoir un point de vue vraiment franc, tu vois, et pas faire. Il peut pas. Non, il peut pas, mais pourquoi ? Il peut pas parce que ça s'appelle les États-Unis d'Amérique. On est en 2024. Enfin, moi, c'est mon argumentaire. Je suis désolé. On l'a peut-être déjà entendu, mais en 2024. C'est un constat effroyable. Alors qu'on a déjà. Enfin, je veux dire, il s'est passé des choses au Capitole il y a moins de 4 ans. Il a été écrit en réaction de ça, le film. Hein. C'est l'idée de base. J'imagine de Garland, bien, parce que. Il l'a dit, ouais. On peut spoiler, mais enfin, moi, toute la séquence de fin, on est à DC, c'est la guerre et tout. J'étais, ah ouais, genre, il y a des gros hélicoptères qui envoient des lasers de balles et tout. J'étais quand même, ah ouais, j'ai pas vu souvent ça avec une ambiance sombre, guerre, commando, allez, il faut qu'on y aille, on tue des gens et tout. Non, moi, j'ai quand même été surpris, je l'ai pas vu déjà quelque part, ça. Et politiquement, ça l'est, puisqu'on parle de. Oui, ça l'est forcément. On parle de journalisme, même s'il y a des séquences avec les journalistes qui n'ont pas de sens. Les journalistes, pour moi, oui, sont. Parce qu'ils ressemblent pas beaucoup à des journalistes. Ouais. Les journalistes, on est d'accord. C'est une vision romantique du journalisme, j'ai l'impression. Et puis surtout, en fait, ils prennent pas position, donc en fait, ils sont neutres et ils sont vides, ces personnages. Il y a aucune prise de. Il y a aucun personnage qui s'énerve sur la situation, qui essaye d'y réfléchir. Ils sont juste, on doit prendre des photos et on doit avancer. On doit archiver. Ouais. D'ailleurs, les photos. Putain, les photos en noir et blanc. Les photos. Mais sérieux, les photos. Les photos, les gars. Quoi, tu vois, c'est un peu. Les photos. Alors, film. T'essayes de me vendre le coup des photos. Vas-y, d'accord. Ouais, parce que pendant les scènes d'action là, c'est entrecoupé de photos, tu vois. Mais moi, ça me casse la dynamique de la scène d'action. Je suis en train de regarder, tu vois. On est en train de mater un film, tu vois. À la limite, j'aurais préféré qu'il fasse comme dans Very Bad Trip, c'est-à-dire toutes les photos, on les regarde pendant le générique de fin, tu vois. D'accord. Ou on te les met dans le générique de début, mais te caler. Chris Columbus aurait mieux fait ça. Non, c'est pas Chris Columbus qui a fait Very Bad. C'est Todd Phillips. C'est le réalisateur du Joker, tu devrais le savoir. Mais tu le sais. Hein. Un diaporama de fin sur Florida, tu sais, dans Civil War. Parce que je te blague tout le temps. Mais enfin, il y avait quelque chose d'autre à en faire avec ces photos. Moi, le coup de regarder un cliché, alors que je suis en train de voir cette même scène, mais tournée en vidéo, ça me laisse pantois. Non, justement pour les photos. Je sais pas. Ce que j'ai vu, alors. Je n'ai pas trouvé ça perspicace en fait. Mais j'ai trouvé une intention de réal où c'est. Dans la manière de filmer, je trouve qu'elles se servent de leurs objectifs comme des viseurs de sniper. Yes, ça, ouais. Ah bon. Waouh. Et que. Excuse-moi. Il est condescendant. Non, et moi, j'ai trouvé ça fort, tu vois, en termes de cinéma, ça veut rien dire. Mais c'est des personnages qui ont des armes comme les militaires. Dans la gestuelle. Je me suis fait la même remarque aussi.
Donc les photos, elles apportent ça en fait au film. Moi, je trouve qu'elles apportent un contrepoint si tu connais pas l'action en fait. Nous, on la voit, on voit les combats, on voit ce qui se passe. Et la photo, elle sert à te dire, ce sera vu comme ça par les gens qui n'ont pas connu cette action-là. C'est le contre-champ de ce que toi t'as vécu. Je pense que ça arrive au milieu des séquences. En fait, ils auraient dû faire à la fin, tu sais, quand c'est fini. Ou même au début, tu vois. Ou au tout début, tu vois les images, tu sais pas ce que exactement. c'est, puis quand ça arrive, tu fais ah d'accord. Ok. Enfin, mais Jouer avec cette idée-là justement de donner un point de vue, mais comme il veut pas en donner un, bah il est coincé encore une fois. C'est toujours la même. Et le point de vue, il est donné, c'est qu'une guerre civile, ça n'apporte rien et que le journalisme sont les sauveurs. Enfin, moi, je le vois gros comme ça dans le film. Je pense que c'est ce qu'il veut montrer. La presse est peut-être en perdition chez eux aussi. Ah, il y a une perte de confiance, oui, c'est ça. C'est ça son. La photo, c'est quoi? C'est du papier aussi. C'est aussi une manière de dire ah bah ouais, faut peut-être donner de la noblesse. Enfin, il y en a. Qu'est-ce que je raconte? Il faut peut-être redonner un peu de l'envie aux gens de lire, de regarder de la photo plutôt que de la vidéo et tout ça. Et de comprendre aussi. Moi, je le vois vraiment comme ça, le film. Et on n'en a pas parlé, mais il y a aussi plein d'endroits dans le film. C'est un road movie. Oui. C'est un road movie. Du coup, il y a plein de lieux. Il y a un stade où il y a des gens. Il y a. on n'en fait rien de ça. Ouais, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut aller à Washington. Il faut aller à Washington. Alors on s'arrête pour pisser, puis on reprend la route, c'est ça? Enfin, je veux dire, c'est en fait tous les endroits où ils s'arrêtent, on a l'occasion à chaque fois de côtoyer ces personnages et d'avoir leur réalité, leur point de vue, et on ne l'a jamais. On ne l'a jamais. Ah, quand même, il y a des petits trucs à prendre. En fait, mais moi je trouve que c'est vraiment des tout petits trucs. Des toutes petites choses. Il y a le fait qu'ils aient plus de portable. Moi, que j'aime bien qu'ils aient pas de livres. Enfin, qu'ils lisent des livres au lieu d'avoir leur téléphone. Ça, j'ai bien aimé. J'aime bien aimer aussi comment ils développent les photos. Tu sais, elle dit ça c'est pas mal. J'ai trouvé une technique pour développer les photos. J'ai besoin de chaleur, bah, je la mets contre mon corps. J'étais c'est cool. Vas-y, donne-moi d'autres trucs comme ça. Comment ça fonctionne. Il y a aussi avec le sang. J'ai l'impression qu'il a voulu faire une idée à la Evil Dead parce qu'ils ont de la peinture au bout d'un moment. Ah oui, parce que comme la jeune fille, au début, elle voit du sang rouge, et plus elle se détache, en fait, j'ai l'impression de la violence et du sang, etc. Ça devient juste des taches de peinture où ils ont des cheveux colorés ou ce genre de choses. Et j'ai trouvé, c'est une manière de contourner la censure, ça on le sait avec Evil Dead, mais j'ai trouvé visuellement c'était intéressant parce que du coup, les deux États confédérés, enfin je sais plus c'est quoi. C'est le Texas et la Californie. Oui, il me semble, c'est ça. Ils ont un visuel qui est hyper fantasque. Il y a le gars avec ses lunettes. En fait, on sait pas vraiment s'il a des lunettes. Ça tombe, c'est une vision du film. Et en fait, il a un masque militaire ou quelque chose comme ça. Et ils ont tous un élément un peu fantasque comme ça sur leur costume. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Mais pareil, est-ce que c'est une intention? Est-ce que c'est moi qui délire sur juste un petit élément? Je pense qu'il y a plusieurs choses à aller chercher dans le film. Il y a pas mal de choses cachées. Les pop-corn. Il y a peut-être et à manger aussi. Mais il y a les drapeaux. Je sais pas si vous avez remarqué le drapeau avec les 2 étoiles aussi, pour dire ah bah voilà, nous on est telle faction, on te l'explique pas, on te le montre pas en gros plan ce drapeau. Il y a quand même des choses qui sont cachées. Et je pense que le film mérite un 2e visionnage, je pense qu'il en mérite un 3e. Je pense que la musique est très bonne, je pense que les effets sonores, j'ai retenu aucun thème de la musique. Le mixage est ouf par contre. Le mixage est incroyable. Le bruit des balles, c'est des vrais fusils quoi. Moi, tu sursautes vraiment que tu te dis waouh, il y a un gars qui s'est pris une balle, il est mort. Ah ouais non mais ils sont en train de faire le mec est mort. Le poids, enfin l'impact, le son ajoute vraiment beaucoup de choses sur la perception que tu as des coups de feu, etc. dans ce film. Moi, dans la salle où j'étais, les gens ils sursautaient beaucoup quand il y avait des tirs, etc. C'était vraiment impressionnant. La séquence où il y a un gars derrière une colonne et il se fait canarder, il est là, il se chie dessus, il a trop peur et tout ça. Incroyable cette séquence. Tu te dis, mais où est-ce qu'on est là? Bah, aux États-Unis, mec. Est-ce que. Il y a un truc qui m'avait choqué, mais peut-être que je surréagis et que c'est pas si ouf. Mais avec le passé de l'Amérique, de JFK et tout, moi je trouvais ça ouf de filmer un président qui se fait tirer dessus, qui se fait tuer comme ça, assassiné. Peut-être que c'est pas si ouf. Moi j'étais en mode de ça, faut quand même oser le faire. En termes de symbolique, il tue le président quoi. Que ce soit des Américains qui tuent des Américains. C'est un figurant, le mec c'est vite expédié. Enfin, j'aime bien quand il dit il me faut une citation. Ouais, ne me tuez pas, ok ça ira. Et là du coup le journaliste, bah, c'est un peu aussi, il est aussi le bourreau quoi, tu vois, l'exécuteur au même titre que les militaires qui arrivent pour le dézinguer finalement, tu vois. Donc à ce moment-là il prend parti. Oui. Mais ça arrive comme un cheveu sur la soupe quoi, tu vois. Enfin.
Enfin, c'est pas censé être ton payoff. Vraiment, j'ai dit quoi, c'est ça la fin, quoi. On a fait tout ce road movie pour aller voir le président des États-Unis, pour recueillir sa dernière déclaration, et c'est juste ne me tuez pas. Tu vois. Et je pense qu'ils ont mesuré. Il a mesuré aussi. Je vais vraiment l'appeler. Moi, je m'attendais à une discussion d'1 quart d'heure, 20 minutes, tu vois. Tu vois, t'as ça dans Hunger, par exemple, de Steve McQueen, où t'as un plan séquence qui dure 1 quart d'heure en plein milieu de film, où t'as le personnage de Michael Fassbender qui explique pourquoi il fait la grève de la faim pour faire valoir ses droits, et t'as alors je sais plus s'il a un gardien en face de lui, mais t'as un échange de points de vue qui se fait pendant 1 quart d'heure. Et moi j'ai trouvé ça, j'aurais aimé voir quelque chose comme ça. Ouais, le dictateur Charlie Chaplin, à la fin il t'explique le film. Ben là moi j'ai pas trouvé que ça devait le faire comme ça. C'était un film violent et un peu Finalement, quand tu vois tout ce qui a précédé, tu vois la fin, tu sais, je me dis, oui, bon, de toute façon, évidemment que ça pouvait se passer que comme ça, vu que le film, il tend à aller vers ça. Il tend à aller vers ça, il ne se mouille jamais, donc ça m'a pas trop surpris, tu vois. Mais ouais, voilà, Plus que Kennedy, je pense que c'est Lincoln, la référence. Dans le bureau ovale, président. Il s'est pas fait assassiner dans le bureau ovale, mais dans c'est la même période historique et ce genre de choses. Je pense que c'est plus ça. Ce qu'il a voulu mettre en scène. Je crois que les noms des personnages des journalistes, c'est des noms de généraux aussi. Parce que le personnage de Kristen Dunst s'appelle Lee, et Général Lee, c'est un personnage de la guerre de sécession, donc la première guerre civile. Mais à creuser, j'ai que ça. Des avis partagés sur Civil War. Oui, il est encore en salle, peut-être quand. Je suis pas sûr que quand ça soit encore en salle. Pardon. mais soyez curieux, c'est un très bon film. Et sinon, si vous aimez les Civil War comme ça aussi, Joe Dante a fait The Second Civil War exactement. Pour HBO. C'était un téléfilm et qui est sorti au cinéma chez nous. Victor, tu l'as vu? Je l'ai vu en présence de Joe Dante. En présence de Joe Dante à la Cinémathèque. Et ouais, c'est classe. C'est aussi une chouette variation sur que se passerait-il s'il y avait une deuxième guerre civile aux USA. Comment la télé filmerait ça. Et ça, je vous renvoie à tous les films qui parlent de la télé, tout ça. Et Starship celui-là est un Robocop. Un peu au croisement de Late Night with the Devil. Moi, je vais vous reconseiller par rapport à Civil War, donc, je vous le remontre à l'écran. Salvador d'Oliver Stone. Matez ça. L'année de tous les dangers avec Sigourney Weaver et Mel Gibson, un film de Peter Weir, donc réalisateur entre autres australien, excellent réalisateur qui a fait entre autres The Truman Show. Master and Commander, voilà. Et 2 autres avec Wagner Moura, donc le personnage principal. Pablo Escobar. J'ai deux films qui me viennent en tête, c'est Troupe d'élite 1 et Troupe d'élite 2. Voilà, vous pouvez mater ces 2 films qui sont, je n'osais pas dire. Pour moi, mais le niveau il est même pas comparable par rapport à Civil War. Ouais, on a compris. Voilà. Et on va passer à la 3e partie, on donnera des petites recommandations en vrac. Et je commence avec The Fall Guy, du coup on peut envoyer un extrait. Good. The Fall Guy, sorti en 2024, réalisé par David Leitch. Alors David Leitch, il a un CV de merde. Il a fait. Il a pas fait Elephant Man et Deadpool 2, Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Pardon. Je comprends avec David Lynch. Il a un CV, à part Bullet Train. Moi, j'avais beaucoup aimé Bullet Train. Et on est dans cette veine-là. C'est un film qui fait hommage à une série qui s'appelait The Fall Guy dans les années 80. L'homme qui tombe à pic en français. Exact. Et donc c'est un film sur un cascadeur. Et on sent que David Leitch est un ancien cascadeur et qui veut se faire plaisir et qui met en avant les cascadeurs dans le film et aussi dans le générique, il montre des scènes du tournage. Et moi j'ai beaucoup aimé. Alors le scénario, j'aurais pu l'écrire, c'est pas du tout le débat. C'est plus les scènes d'action qui sont cool. Les traits d'humour marchent super bien. Ryan Gosling me fait bien marrer. Voilà, après, vu que je suis le seul qui l'ai vu, on va pas avoir un débat hyper long. Mais essaye de nous le vendre. Qu'est-ce qui fait que tu as bien aimé? Déjà, il y a des séquences où on est sur le plateau. Il tourne un film dans le film. Mm-hmm. Et les séquences sur le plateau sont super intéressantes, justement par le biais des cascadeurs. On voit les dessous des cascades quand ils foutent en feu 4 fois d'affilée parce qu'ils veulent le refaire et tout. Et ça, c'est des trucs qu'on voit pas souvent.
C'est intéressant. Les scènes d'action, elles sont vraiment bien filmées. Il y a un record du monde de tonneaux en voiture qui est officiel et qui est dans le film. 8,5 tonneaux. Ok. Et il y a un petit côté mission impossible dans le truc où voilà, il a une mission et il va y arriver par toutes sortes de moyens américains, disons. L'humour marche bien. Emily Blunt, elle est vachement cool dans son rôle aussi de jeune réalisatrice qui doit pas rater son film et qui est pas aidée. Voilà, on sent qu'en gros David Leitch s'amuse. C'était le cascadeur de Brad Pitt sur Fight Club notamment. Voilà. Et il y a une musique qui se fout de la gueule de Dune 2. Et ça, voilà. C'est génial. Ça, c'est un point. C'est un grand point. Dans le film, il réalise un space opéra avec toutes sortes de trucs. Ok. Voilà, c'est bien marrant. Franchement, visuellement, c'est très cool. Voilà. Est-ce que vous avez des trucs, vous ? Eh ben moi je peux vous conseiller le film documentaire qui est là, consacré à Phil Tippett. Phil Tippett, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est la personne qui s'est occupée de l'animation, entre autres dans Robocop, c'est lui qui anime le D209. Il a fait Robocop 2 aussi, tous les robots en stop motion, c'est un grand maître de la stop-mo. Et il y a 2 journalistes français qui lui ont consacré un documentaire qui retrace sa vie et sa carrière. Et où il y a beaucoup d'intervenants. Il y a Denis Muren, il y a Joe Dante, il y a Del Toro, je crois aussi, si je me souviens bien. Verhoeven parle un peu. Et voilà, si vous aimez l'animation en stop motion, si vous aimez les maîtres un peu de la stop-mo, comme Henri Selick aussi par exemple, c'est un documentaire que je vous conseille, qui est très très cool et très généreux en termes d'images, d'archives par exemple. Voilà. Merci. Et vous deux ? Non. Ben moi je vous conseille de ne pas aller voir Civil War. Voilà, Non, j'arrête avec ça. Non, mais Robocop 2, Robocop 3, pour vous faire une idée. Ok, Victor. Moi j'ai rien à recommander, je suis trop énervé. T'es énervé par le débat sur Civil War ? Un petit peu. Et ben on va régler ça en off après avoir conclu cette belle émission. Merci à vous 3 d'avoir été avec nous pour discuter de ces grands films. Merci à vous. Nous on se retrouve la prochaine fois. Alors là on tourne le 17, donc la prochaine fois on sait pas encore ce qui se passe. Donc on peut pas teaser. Non. Et bah gros suspense pour la prochaine fois. À bientôt. Salut. Ciao. Salut. Ciao bello. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Reprenons. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein ?